Bienvenue sur France 24 pour cette nouvelle édition du Talk de Paris. En attendant l'arrivée du président Barack Obama à la Maison-Blanche, la planète entre en récession. Plusieurs pays sont même menacés de faillite et ils tendent la main au FMI pour sauver leur monnaie, leur banque et leur bourse. Il y a urgence. Alors, peut-on refonder le capitalisme et comment? Peut-on imaginer une nouvelle architecture mondiale de la finance, de nouveaux accords de Bretton Woods? Notre invité est l'un des grands financiers de la planète, Michel Camdessus, qui a dirigé le Fonds monétaire international pendant 13 ans et qui vient d'être nommé par l'État français à la tête de la société chargée du financement des banques et donc qui a beaucoup de choses à nous dire sur la crise actuelle. Bonjour Michel Camdessus. Bonjour. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, vous qui avez été toute votre vie dans le monde de la finance et en particulier au Fonds monétaire international à Washington mais aussi à la Banque de France, est-ce que vous aviez jamais rêvé ou fait le cauchemar d'une crise telle que celle que nous traversons aujourd'hui? Est-ce que vous avez été surpris ou pas? J'ai rêvé de l'éviter. Et lorsque nous étions au cœur de la crise asiatique, j'ai proposé, en tant que directeur général du Fonds monétaire international, un certain nombre de dispositions, de mesures à prendre dont le seul but était de faire en sorte que l'on ne voit plus jamais ça. Mais il s'est passé là quelque chose qui fait partie de l'histoire des hommes et du monde. C'est que les hommes ne sont capables de réformes véritables que dans le cadre d'une crise. Pendant la crise, ils réforment. Mais dès que la crise est terminée, on renvoie les choses plus tard. Et c'est ainsi que cette crise se produit. Et je vous dis ça avec un brin de frustration, si on avait effectivement mis en œuvre tout ce que nous avions décidé de faire, tout ce que les ministres, les gouverneurs ont promis de faire au cours des années qui suivraient la crise asiatique, qui a été réglée rapidement, eh bien, je crois que cette crise ne se serait pas produite. Au fond de mon cœur, puisque vous voulez que nous parlions franchement, je vous dirais qu'à mon avis, c'est la crise de trop. Alors, où en est-on dans cette crise? Est-ce qu'on a touché le fond? Est-ce que ça va continuer pendant combien de temps? Il faudrait être bien imprudent pour le dire. Nul n'en sait rien. Ce que j'observe, c'est que il y a, en tout cas en ce moment, un déploiement formidable d'efforts de la part de la communauté internationale, américains, européens, asiatiques ensemble, et c'est le but précisément de la réunion du G20, dont nous allons certainement parler, pour ensemble, et d'une manière aussi coordonnée que possible, trouver des réponses aux questions que cette crise soulève. Et pourtant, les Américains comme les Européens ont bien du mal à restaurer la confiance. On voit que les marchés qui font du yo-yo et la crise continue dans toutes les bourses. C'est profondément vrai. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour rétablir la confiance? Et c'est une situation impossible en fait aujourd'hui. Non, rien n'est impossible dans les réalités humaines. Il faut agir d'une façon raisonnable et coordonnée. Ce qu'ont fait les Occidentaux au cours de ces dernières semaines est important et je crois utile. Les fonctions qui m'ont été données en France sont un reflet de cela. L'ensemble des pays ont décidé de mettre en place, chacun chez soi, selon des modalités relevant de la culture du pays, des moyens de rétablir le fonctionnement des marchés. Mais visiblement, ça ne suffit pas pour rétablir la confiance. Attendez, ce sont des choses ce sont des problèmes qui s'accumulent sur des années et qui, lorsque la crise éclate, ne se règlent pas dans l'instant. Et je crois que nous aurions tout à fait tort de dire « Regardez, les mesures prises il y a une semaine ne marchent pas, ça prouve qu'il n'y a pas de solution. » Si les mesures qui ont été prises il y a quelques semaines comportent tout ce qu'il faut, en tout cas en Europe, pour nous amener à la fin de la crise. Mais il faut que l'opinion publique comprenne ce que l'on fait, pourquoi on le fait, l'ampleur des efforts déployés, et petit à petit, la confiance reviendra. Alors, Michel Camdessus, comme le veut la tradition de cette émission, un petit portrait
de votre longue carrière. Je rappelle pour nos téléspectateurs que vous êtes né à Bayonne en 1933. Vous êtes un fan de corrida, vous avez 6 enfants et après de brillantes études et votre succès à l'ENA, vous avez servi au ministère des Finances, au Trésor, à Bruxelles. Vous avez également été président du Club de Paris, gouverneur de la Banque de France de 84 à 87. Et en 87, vous êtes donc nommé directeur général du FMI, où vous allez rester pendant 13 ans avant de démissionner en 2000. Vous êtes catholique, pratiquant, et vous avez soutenu François Bayrou à l'élection présidentielle en France, même si vous aviez écrit en 2004 un rapport sur la croissance pour Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'économie et des finances, un rapport qui demandait la suppression des 35 heures, mais qui, dit-on, a été aussi le livre de chevet du futur président pendant sa campagne présidentielle. Des commentaires ? Non, c'est une très très belle raison funèbre, une très belle nécrologie. Mais vous avez inspiré Sarkozy, le président. Je n'en sais rien, c'est à lui qu'il faut le demander. Et il m'avait demandé ce travail, je l'ai fait avec un groupe remarquable d'hommes et de femmes. Et il m'a dit en effet que ce serait son livre de chevet. Alors, est-ce qu'il suit bien vos conseils aujourd'hui pour l'économie de la France ? Écoutez, je suis fier de me rendre compte que pas mal d'idées que nous avions exprimées à ce moment-là ont été reprises et dans sa campagne et dans la politique actuelle du gouvernement. Il a eu bien d'autres personnalités qui l'ont inspiré. Depuis lors, d'autres rapports sont venus, celui de Jacques Attali, celui de Pébro. En France, on produit facilement des rapports. Est-ce qu'on est sur la bonne voie ? Je crois que oui. Et les rencontres que j'ai eues à la fin de la semaine dernière avec la commission trilatérale, un groupe de personnalités éminentes du monde entier, consacré aux problèmes de la France. J'ai eu l'honneur de leur présenter les réformes qui sont en cours et je peux vous dire qu'ils ont été extrêmement impressionnés par l'ampleur du champ couvert par les réformes, l'ambition de la réforme et surtout par quelque chose qui n'est pas très commun dans notre pays, c'est que alors que la crise est là, on n'interrompt pas les réformes, mais au contraire, on considère qu'il faut aller de l'avant, que de toute manière ces problèmes doivent être résolus et que l'on sortira d'autant mieux de la crise qu'on aura fait ces réformes, même dans une période ingrate. Alors vous êtes peut-être toujours un libéral convaincu, vous l'êtes toujours ? Je suis toujours pour une économie de liberté et de responsabilité. Alors, l'histoire retiendra que quand vous étiez au FMI, vous avez eu une politique assez dure de rigueur pour essayer de remettre un certain nombre de pays sur la bonne voie, mais ça n'a pas toujours forcément bien marché. On se souviendra de ces thérapies de choc, on se souviendra de la crise en Russie, en Indonésie, aux Philippines, en Argentine. Est-ce que vous regrettez ce qui s'est passé à l'époque, ces thérapies de choc qui ont mis des pays parfois sans dessous et qui n'ont pas toujours eu ces thérapies de choc, l'effet escompté? Premièrement, il n'y a jamais eu de thérapie de choc. On se souvient quand vous étiez... On les a qualifiés ainsi. Ah bah oui. Mais ce n'était pas des thérapies de choc. C'était dur. Parce que la réalité est dure. Et plus on attend pour aller voir son médecin, tout le monde le sait, plus on doit saigner par de la chirurgie, ce qui relevait de l'aspirine, si on avait été raisonnable. Et donc, il a fallu faire tout ça. Non, je ne le regrette pas. Et quand je vois la manière dont ces pays ont finalement émergé de la crise, prenons-les tous, y compris la Russie, l'Indonésie, l'Argentine, tous ces pays-là ont fait depuis pas mal d'autres bêtises. Mais ils sont sortis vite de la crise asiatique, au point que, la crise étant réglée, on n'a pas pris les réformes qui auraient peut-être permis d'éviter la crise que nous traversons aujourd'hui. Mais on voit qu'il y a peut-être aujourd'hui un retour du méchant FMI, entre guillemets, qui, lorsque des pays, notamment européens ou autres, demandent un refinancement, demandent de l'aide, on le disait au début de l'émission, pour sauver leurs banques, etc., c'est accompagné de mesures restrictives ou contraignantes. Est-ce que c'est le retour du FMI de votre époque ? Mais le FMI de mon époque, contrairement à ce que vous avez l'air de penser, n'était pas scélérat, n'était pas sévère, n'était pas sadique. Simplement, il appliquait ses statuts. Et quels sont les statuts ? Non, ce n'est pas la rigueur. Non. C'est simplement le fait que le Fonds monétaire ne peut prêter, selon ses statuts, que si le pays bénéficiaire de ces concours fait tout ce qu'il peut pour rétablir sa solvabilité et devenir
de nouveaux créditeurs dans cette caisse de crédit mutuel qu'est le Fonds monétaire. Aujourd'hui, vous voyez la reprise, enfin la fin de la crise d'ici 2010-2012. Les experts de l'OCDE parlent de 2010. Quelle est votre analyse à vous? Je suis assez de l'avis des experts de l'OCDE. Je pense même que dès le 4e trimestre de 2009, on devrait être sur une trajectoire de reprise. Ah, si vite? Écoutez, c'est dans un an. Ça implique tout un processus de digestion lente et de reprise des financements, de retour de la confiance. Je pense quand même que ce n'est pas irréaliste de le prétendre. Alors, intéressons-nous à ce qui se passe aux États-Unis. Il y a eu une volte-face des Américains qui avaient, au début de la crise, décidé finalement de racheter les fameux emprunts toxiques ou pourris, comme on l'on disait. Et puis là, ils viennent d'annoncer, Henry Paulson vient d'annoncer qu'ils allaient recapitaliser les banques, une forme de nationalisation. Qu'est-ce que vous pensez de ce revirement américain? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ou pas? Écoutez, quand on s'est trompé, c'est toujours une bonne chose de corriger et de reconnaître que l'on s'est trompé ou que la conjoncture a changé. Je n'étais pas à 100% convaincu par la sagesse des mesures prises par les Américains. Cette idée d'aller chercher avec une pince à épiler les produits toxiques dans les bilans des banques, de les fourguer à l'État et après ça de reconstituer ainsi la virginité des banques ne me semblait pas de bonne finance. Alors aujourd'hui, ils préfèrent prendre des parts en capital là, les banques, quitte à, je pense, à contribuer à leur gestion. Ceci me semble pas tellement excitant, mais probablement plus réaliste que la solution précédente. C'est quand même le monde à l'envers, c'est-à-dire qu'on nationalise aux États-Unis, et pour Henry Paulson, lui-même ancien banquier, c'est un sacré changement d'attitude quand même, c'est une révolution à l'envers. Ça prouve la profondeur du problème auquel il fallait faire face. Mais ça prouve aussi le pragmatisme américain. Nous nous trompons toujours sur l'Amérique. Nous les prenons pour des idéologues, y compris du néolibéralisme. Ils n'ont jamais été idéologues. Et face aux réalités, ils prennent les mesures qui s'imposent. Est-ce que le président Barack Obama va être en mesure de gérer cette crise dont il a le poids sur les épaules avant même d'être arrivé à la Maison-Blanche? Écoutez, il a, pour lui en tout cas, de jouir d'une immense popularité, de la confiance de son peuple et du monde. Il est donc admirablement placé pour faire ce travail difficile. Alors, si on vient à la France, vous êtes donc chargé d'assurer le financement des banques qui en feraient la demande. Est-ce que vous seriez tenté de dire au président Nicolas Sarkozy, il faut aussi recapitaliser et pas simplement faire des prêts pour les banques, un petit peu comme l'ont fait les Américains? Mais le dispositif français comporte les deux éléments. Il comporte un élément très très important, 320 milliards d'euros pour faire ce dont la société que je préside est chargée, c'est-à-dire apporter aux banques les moyens de financement que le marché ne leur apporte plus. Mais dans les conditions nationalisées entre guillemets. Non, alors attendez. Donc nous faisons cela et grâce à cela, le marché reprend entre les banques et aujourd'hui même, j'ai annoncé que nous venons de procéder sur le marché à une émission de 5 milliards d'euros qui a admirablement marché. Nous avons demandé 5 milliards d'euros en quelques heures dans les années 12. Ça prouve donc que la confiance dans la signature de l'État que nous portons est grande et que nous allons pouvoir de cette manière apporter aux banques l'argent qui leur est nécessaire pour non seulement continuer à prêter, mais pour accroître de 4% leurs encours dans le courant de l'année qui vient. 4%, c'est de l'ordre de 80 milliards d'euros. Ce n'est pas rien, n'est-ce pas? Et donc, ça montre que nous croyons que nous sommes en train de financer la reprise qui viendra. Alors, il y a en plus de cela un autre guichet que l'État a créé pour 40 milliards d'euros, si ma mémoire est bonne, qui est la société de prise de participation de l'État. Là où une banque ou un établissement de crédit, un établissement financier a besoin de capital, eh bien, l'État l'apporte, pas seulement parce que la société est en mauvais état, mais parce que dans son propre développement, elle doit augmenter ses ressources. Une banque qui accroît ses encours, à cause des règles de la Banque de France, doit aussi augmenter son capital.
dans l'hypothèse où elle trouverait des difficultés sur le marché pour le financer, cette société fera ce travail. D'accord. Je vous propose d'écouter, toujours pour parler du FMI, une question de notre spécialiste de l'économie sur France 24, Raphaël Kahn. Écoutons-le ensemble. Michel Cantu, bonjour. Est-ce qu'en permettant aujourd'hui à des pays réputés vertueux d'accéder à des prêts d'urgence, le FMI n'est pas en train de prôner une nouvelle fois un agenda libéral, peut-être de manière plus déguisée? Et puis deuxième question, est-ce que ce n'est pas choquant de permettre à ces pays de dériver temporairement d'une gestion vertueuse de leurs finances publiques sans attacher aucune condition au financement que le FMI pourrait aujourd'hui leur prodiguer? Je ne crois pas. Cette idée qui vient d'être reprise par M. Strauss-Kahn est une idée qui a déjà été mise en avant à plusieurs reprises, qui consiste à dire qu'il y a des moments où un pays a du mal à se financer, quelle que soit la qualité de sa gestion. Dans ce cas-là, il est tout à fait normal que le Fonds monétaire l'aide à franchir ce mauvais pas sans lui imposer des conditions, puisqu'il fait déjà ce qui doit être fait dans une optique de bonne gestion macroéconomique. Donc il n'y a rien de choquant à cela. En revanche, lorsqu'il y a derrière la situation d'illiquidité temporaire des problèmes de fond, là il faut que le Fonds monétaire fasse son devoir selon sa charte en quelque sorte et apporte des crédits sous conditionnalité. Très bien. Michel Cantu, nous arrivons à la fin de la première partie de cette émission. Je vous propose de regarder ensemble le journal de France 24 et nous allons nous retrouver dans quelques minutes pour retrouver Philippe de Sertine, qui est un économiste français de haut vol et qui va pouvoir dialoguer avec vous de la réforme, peut-être de la refonte du capitalisme, en tout cas tel que l'a souhaité Nicolas Sarkozy. Je vous donne donc rendez-vous dans quelques minutes. À tout de suite.